Bonjour Nicolas. Alors, vous étiez déjà hier, je crois, en distanciel sur un plateau de Mike Borowski, mais plutôt pour parler de sujets liés à des sujets nationaux. Oui, bah oui, je précisais j'ai annoncé en fait ma participation aux élections consulaires Ouais, aussi. qui auront lieu entre le 28 et le 31 mai, donc qui correspondent aux élections municipales en fait pour les Français de l'étranger de la circonscription Russie-Biélorussie, que Eh j'appelle oui. donc à s'inscrire pour ceux qui ne le sont pas encore d'ici le 10 avril sur les listes consulaires pour pouvoir voter et ensuite à voter pour votre serviteur, voilà, dans la liste patriote français en Russie-Biélorussie. Il y a 3 listes, je crois, c'est ça? Il y a 3 listes. Il y a une liste, alors c'est un ancien de LR, mais qui là se présente politique. Ben, on le comprend, l'étiquette LR n'est pas vraiment quelque chose qui donne envie de voter. Et puis il y a une liste, alors c'est pas très clair, a priori elle se présenterait sous le logo RN, ce qui là aussi est Ah, assez lunaire étant donné que les bombes que nous nous prenons sur la figure en Russie sont payées par la France et que eh bien, le Rassemblement national a soutenu les sanctions, les livraisons d'armes. Il n'y a pas une semaine sans qu'au Parlement européen, Bardella ou une de ses créatures fasse une déclaration anti-russe. Et je vous parle même pas, ce qui nous a concerné le plus en tant que Français habitant en Russie, c'est lorsque Zelensky, devant le Parlement français en visio en 2022, a appelé les sociétés françaises une par une à quitter la Russie, sociétés françaises où travaillent les Français quand même, et tout ça avec une standing ovation auquel a largement participé le Rassemblement national. Donc je ne sais pas si cette liste se présente réellement sous le titre RN. Évidemment, elle essuiera mes attaques, parce que ça, je trouve ça tout à fait inadmissible de se présenter sous le nom de ce parti qui a tout trahi depuis 2022, alors que Vladimir Poutine avait bien gentiment accepté de recevoir Marine Le Pen en 2016, à la veille de la première grande élection auquel elle a participé, avant le coup d'État contre François Fillon. Et visiblement, encore une fois, le bilan de Jean-Marie Le Pen est très lourd pour la France. Moi, je suis pas du tout on peut le dire maintenant, ça fait plus d'1 an qu'il est mort, donc je me suis tu parce que des mortuis nihil nisi bonum, n'est-ce pas? Le bilan de Le Pen pour la France est épouvantable, faut le dire, Jean-Marie Le Pen, mais il était un homme d'un courage remarquable. Et malheureusement, sa fille n'en a pas hérité. Je vous parle même pas de la nouvelle clique de Soja Boys autour de Bardella, c'est encore pire. Voilà ce que je voulais dire. En tout cas, bon, pour l'instant, j'attends de regarder, mais de toute manière, quoi qu'il en soit, c'est pour ma liste qu'il faut voter, parce que je rentre en politique nationale. C'est une des conséquences de ma mise sous sanction. Quelque chose que j'aurais peut-être fait dans 1, 2, 3 ans, eh bien, je le fais dès maintenant. Et je vais profiter de tout un cycle politique extrêmement actif en France, puisqu'on a donc on a eu les municipales, il y a des sénatoriales qui arrivent en septembre, il y a les présidentielles et après les présidentielles, il y aura des législatives. Donc voilà, j'ai l'intention de m'impliquer plus qu'avant dans la politique nationale, puisque si la Russie n'a pas vraiment besoin de moi, hein, ils ont Poutine, donc ils ont tout ce qu'il leur faut et ils ont une classe politique de compétition, alors que nous, on a une classe politique tout parti confondu, à part les petits partis souverainistes pour lesquels j'ai beaucoup de respect. Le reste, eh bien, c'est misérable. Et surtout, il n'y a pas de parti conservateur. Il n'y a que des partis de gauche, à différentes nuances de gauche, ce que j'appelle dans mon bouquin sur la gauche française. Donc, ouais. un parti qui revendique ouvertement l'héritage de la France chrétienne, qui revendique et qui en tire les conséquences sur les choses à appliquer, c'est-à-dire remettre la famille au cœur de la société, interdire le mariage homosexuel, encourager les femmes à garder leur enfant, leur donner tous les moyens psychologiques et matériels pour le faire. Ça n'existe pas dans aucun parti, hein. Marine Le Pen est une militante pro-avortement qui a mis l'avortement dans la Constitution française. Donc, j'entends Marine Le Pen parler d'extrême droite, je vois même pas en quoi elle est de droite, en fait. C'est son programme. Déjà, ouais. Si vous prenez le programme commun de François Mitterrand en 1981, nous avons connu ça, nous étions jeunes, j'avais 10 ans, mais déjà à l'époque, j'étais un militant dans l'âme, et après, j'avais un peu plus tard, justement, fait un exposé, je me souviens là-dessus, donc j'avais travaillé sur le programme commun, et en fait, c'est le programme de Marine Le Pen aujourd'hui.
Mais alors, la France a tellement dévié à gauche que ce qui paraissait quasiment d'extrême gauche en 1981, on a l'impression que c'est du centre droit. Non, en Ouais, fait, c'est de la gauche. Et puis, surtout, pour le sujet qui nous occupe, c'est-à-dire la politique étrangère, on est dans le mitterrandisme le plus total. Qui s'oppose à la sortie du commandement intégré en 1966 de l'OTAN, hein, c'est François Mitterrand à la tête de la Fédération des gauches qui prend la parole. Vous trouvez d'ailleurs sur Internet très facilement sa prise de parole sur l'INA devant le Parlement français contre la sortie du commandement intégré de l'OTAN. Il faut pas faire ça, c'est pas bon pour nos alliés. On a l'impression d'écouter Jordan Bardella. Donc il y a ça. Et bien sûr le fait de vouloir rester dans l'Union européenne. Qu'est-ce que c'est que l'Union européenne? Qui a mis en place le traité de Maastricht? C'est François Mitterrand. Visiblement d'ailleurs, il a truqué le référendum. Sarkozy n'a pas truqué le référendum 2005, il s'est tout simplement assis dessus. Donc en fait, on est dans le coup d'État permanent. Et ça, c'est pareil. Il y a eu ce moment assez incroyable quand on a interrogé Jordan Bardella sur ce qui se passait au Groenland. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut arrêter d'être naïf, d'accord. Il faut être fort, bien. Et puis voilà, on s'arrête là. Et au lieu de dire, il faut sortir de l'OTAN. Si jamais vous êtes membre d'une alliance avec une entrée, article 5, entrée en guerre automatique, et en cas si l'un des membres est attaqué, et que vous avez un des membres, le membre principal de cette alliance qui vous menace, vous sortez de l'alliance. Ça coûtait quand même rien de le proposer. Il a même pas été capable de faire ça. Même s'il ne l'aurait pas fait d'ailleurs. Mais au moins de le dire, dit notre présence à l'intérieur de l'OTAN ou celle des États-Unis est remise en cause. Il faut dire les choses comme ça. Non, même pas. Donc, et ça, si vous voulez, du point de vue de la relation internationale, c'est la pensée, c'est le nationalisme. C'est-à-dire tout pour la France et pour les Français, rien pour les autres, je dirais. Non, c'est un peu caricatural, mais ce que je veux dire, c'est que tout le positionnement dans le domaine des relations internationales, que ce soit sur la défense, que ce soit sur la diplomatie, que ce soit sur les alliances, doit être fait en fonction de l'intérêt supérieur, bien compris, de la France et des Français. Mais je suis désolé, cette vision-là, si vous voulez la trouver, il faut aller voir un Asselineau ou un Florian Philippot. Tout le reste, en fait, on nous sert une idéologie où en gros on sacrifie à l'européisme. Alors ça peut être l'européisme idiotitaire à la Rushdie ou alors l'européisme gauchiste traditionnel. Mais finalement c'est deux formes de gauchisme, hein. C'est-à-dire l'Europe c'est mieux parce que c'est des gentils, parce qu'on est des gentils. Voilà, donc vous avez les gentils européens idiotitaires et puis vous avez les gentils européens gauchistes et donc tout doit être fait pour que cette gentillesse voilà. J'appelle ça la pensée soja en fait. Il y a les soja boys et maintenant vous avez une espèce de pensée soja sans consistance qui se fiche de l'intérêt de la France et des Français. C'est ça qui est voilà. Donc il y a de la place pour un véritable, je pense, mouvement nationaliste et souverainiste, souverainiste et conservateur. Ça, je pense qu'en revanche, c'est la particularité. C'est-à-dire en France, si vous voulez. Je ne sais pas si vous m'avez d'ailleurs invité pour parler de ça, mais il y a quelque chose. Non, mais on peut en parler quelques minutes. Est-ce que vous savez que, par exemple, aux États-Unis, 30% du Parti démocrate de l'électorat est contre l'avortement? L'avortement est un sujet de débat aux États-Unis. Mais évidemment, l'essentiel, c'est les partis républicains. Mais c'est un sujet de débat, c'est un sujet dont on peut parler. Là, c'est rentré dans le mœurs. En Russie, il y a des débats sur l'avortement. Déjà, il y a un consensus, c'est-à-dire il doit être limité le plus possible. Le but, c'est que les femmes cessent d'avorter. Jamais vous verrez ce truc dans la Constitution, c'est un crime. Et il y a un débat là-dessus entre l'Église orthodoxe, avec les militants que je connais d'ailleurs pro-vie, et en face, vous avez, on va dire, pro-choix. Même si d'ailleurs, en fait, encore une fois, les Russes ont une vision assez saine du monde. Et vous avez des encarts publicitaires énormes. Il y en avait un pas très loin en bas de chez moi, contre l'avortement, pro-vie. Voilà, il y a toute une politique de famille nombreuse. Tout ça, en France, ça n'existe pas. Dans aucun parti. Même pas les petits partis souverainistes que j'apprécie, dont j'ai parlé. Il n'y a aucun mouvement pro-famille. Il y a rien. Donc, il y a un espace à occuper. Alors, évidemment, moi, je suis franco-russe. J'amènerai ma pierre à l'édifice, mais je pense que c'est le moment d'essayer en tout cas de faire avancer ces idées-là.
Et puis après, il y a pas de parti politique en France qui défendent l'économie de marché. Peut-être un peu celui de Zemmour. Et encore, quand on se souvient des débats sur les budgets, en fait, on avait trois, quatre mouvements socialistes à différents niveaux de socialisme, hein. Et à aucun moment, l'idée par exemple, de faire des réformes qui ont sauvé l'économie russe, qui l'ont remis sur pied en 2000 par Vladimir Poutine, hein. Entre 2000 et 2001, il y a des réformes, notamment sur l'impôt sur le revenu, la flat tax, la diminution des impôts sur les sociétés, etc., qui a transformé la Russie en un pays d'entrepreneurs. C'est très facile d'entreprendre en Russie, et même si là il y a je dirais comment dire, un durcissement de la politique fiscale. Malgré tout, on est encore loin du socialisme, du turbo-socialisme français. Donc voilà. Donc dans le domaine dans le domaine des affaires étrangères, dans le domaine de la diplomatie, dans le domaine de l'économie, dans le domaine qui à mon avis est le plus important, anthropologique, sociétal, il y a une place, pour un parti, pour un grand mouvement national conservateur, voilà, social conservateur, social d'abord, comme disait mon inspirateur, le colonel de la Roque du Parti social français. Voilà. Il paraît que ça va mal, la situation économique des petites entreprises, des petits commerces en Russie. Il y a plusieurs articles qui paraissent actuellement dans les journaux français. Oui, ben après, c'est des articles qui s'inscrivent, hein, c'est des, comment dirais-je, c'est des articles de commande qui sortent tout d'un coup dans toute la presse occidentale, qui visent en fait à expliquer que ça a un sens de continuer à détruire l'Ukraine. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, hein. Je vais répondre à votre question, mais il faut bien pour comprendre une chose, l'Ukraine ne se remettra pas de cette guerre. C'est terminé. La population a été, par rapport au moment où elle a obtenu son indépendance, en décembre 1991, la population est passée de 52 millions à moins de 20 millions aujourd'hui. Et lorsqu'il y aura une trêve, lorsqu'il y aura début de négociation, le pays va se vider. Il est déjà en train de se vider. Les forces vives sont en train de se vider. Comme la mobilisation a lieu à partir de 25 ans, jusqu'à 25 ans, tous les jeunes hommes partent ailleurs. Parce que, évidemment, comme l'Ukraine n'existe pas en tant que pays, personne ne veut se battre pour elle, surtout pas la jeunesse. Donc, en fait, le pays est mort. Ils ont tué l'Ukraine, mais donc ce sont les Occidentaux. Maintenant, ce sont les Européens, puisque c'est eux qui veulent continuer la guerre. Et je crois qu'ils l'ont compris. Notamment, l'Angleterre l'a compris. Mais l'idée est qu'après tout, puisque le pays est mort, utilisons-le jusqu'au bout pour affaiblir le plus possible la Russie. Parce qu'une fois que la paix sera signée, une fois qu'il y aura une trêve ou un traité, eh bien, toutes ces actions contre les installations industrielles russes, portuaires, les tankers, etc., donc qui sont attaqués c'est les Anglais essentiellement qui font ça, donc des drones marins, des attaques en survolant les pays baltes, comme on a pu en avoir la semaine dernière, tout ça ne sera plus possible puisqu'il n'y aura plus d'intermédiaires. Donc le but pour ces Anglais-là, et une partie des Européens, c'est d'utiliser, tant que c'est encore possible, l'Ukraine comme une plateforme de tir. Et le fait que l'Ukraine est morte, je vous dis honnêtement, aujourd'hui, l'Ukraine est morte. Elle ne s'en remettra pas. Aucun pays ne peut se remettre d'une épreuve comme celle-là. Il y a eu, hier, je citais, c'était chez Alexis Poulain, la guerre de la Triple Alliance qui a eu lieu dans les années 1860 en Amérique du Sud, entre le Paraguay, l'Uruguay, le Brésil et l'Argentine, je crois. Et donc, le Paraguay s'est très bien battu, comme une partie de l'Ukraine aujourd'hui d'ailleurs. Et résultat, la population masculine a disparu. Vous aviez 4 femmes pour un homme. Vous me direz quelle chance, tu vois. Mais ça a détruit la démographie paraguayenne et jusqu'à aujourd'hui. Le Paraguay ne s'en est pas remis. Et donc, je pense qu'on aura en Ukraine une situation assez semblable. Et finalement, la seule partie qui s'en sortira, ce sera celle qui aura été rattachée à la Russie. Parce que la Russie est la 4e économie mondiale, la première puissance économique européenne, possède, ça on pourra en parler, tout ce dont tout le monde a besoin, de l'énergie, de l'engrais, des terres arables et un système éducatif qui produit des ingénieurs, etc. Donc, l'avenir de l'Europe, c'est la Russie aujourd'hui. C'est simple. Si jamais on ne fait pas bloc avec la Russie, notre continent va s'enfoncer dans le tiers-monde dans lequel il est déjà. Donc
Donc voilà où on en est. Donc la situation est très mauvaise pour l'Ukraine. Cela dit, ce que j'attends de voir, c'est ce que va donner la campagne du printemps. J'étais plus enthousiaste, enfin disons plus optimiste il y a quelques mois, et là je vois quand même qu'il y a eu une modification. C'est pas que moi qui le vois, hein. Je lisais, il y a un journaliste, un reporter de guerre russe qui s'appelle Kationok, ça veut dire c'est pas son surnom, mais ça veut dire le petit chaton, donc que j'ai cité dans mon livre Ukraine, pourquoi la Russie a gagné, celui-ci. Et en fait, parce que c'est lui qui, en juin 2022, dit, il comprend, c'est un des premiers à comprendre que là, c'est l'OTAN qui est entré en guerre en avril 2022. L'OTAN rentre en guerre contre la Russie parce que l'Ukraine a perdu la guerre. Quasiment au bout de 3 semaines. Et donc en avril, l'OTAN commence à livrer massivement des armes, commence à intervenir, produit d'ailleurs dès le début, d'ailleurs, ça c'est dès 2022, du renseignement militaire, de la communication avec Starlink. Et lui dit, pour mettre fin à ce régime, il va falloir mobiliser, alors lui il dit 500 000 hommes. Voilà. Donc en fait, c'est quelqu'un qui, un peu comme l'autre que je cite souvent, Yuri Podolaka, qui a l'avantage d'être toujours un pessimiste. Donc quand il vous dit que ça va, ça veut dire que ça va très très bien. Et quand il dit que ça va pas, il faut l'écouter. Et l'histoire lui a donné raison, puisque la mobilisation, je vous rappelle, a été lancée à l'automne 2022. Et là, qu'est-ce qu'on lit chez des gens comme lui, comme Yuri Podolaka, c'est que les drones ont changé la donne profondément. Ça, c'est maintenant devenu une tarte à la crème de le dire. Mais c'est surtout la manière dont les Russes ont utilisé les drones qui maintenant est copié par les Ukrainiens, qui a changé la donne. Les Russes ont beaucoup progressé en 2025. Comment ils ont fait? On l'a vu notamment sur Pakrovsk, qu'en fait, ils ont envoyé des petits groupes. Ils ont innové en envoyant des motos, des quads, donc qui avançaient très vite, avec un gros support de drones, qui prenaient des places et qui ensuite s'y consolidaient, et ensuite l'infanterie motorisée rapprochait, etc., etc. Les Ukrainiens ont commencé à faire la même chose. Donc on les a vus après s'en être moqués. Vous vous souvenez, sur la CIA, ils utilisent des motos parce qu'ils n'ont plus de chars. Résultat, même la France, maintenant, j'ai vu même l'armée française, et Dieu merci, a commencé à commander massivement des motos, des quads pour essayer de s'adapter à la modernité de la tactique russe. Donc maintenant, tout le monde va faire de la tactique russe. Le Hezbollah, d'ailleurs, on le voit, Tsahal, visiblement, au sud du Liban, n'y a toujours rien compris. C'est incroyable. L'armée américaine et Tsahal n'ont rien compris. C'est comme s'ils n'avaient pas suivi ce qui s'était passé pendant 4 ans. Mais le Hezbollah, en revanche, de ce que je vois des images, on les voit même des drones à fibre optique, donc là, ils ont compris. Et donc, en fait, on assiste à et donc, le champ de bataille a changé. Moi, j'ai beaucoup de mal maintenant à faire ma carte des opérations militaires, parce que je dirais jusqu'à janvier, on avait une ligne de front assez, je dirais, claire. Voilà, moi, ce que je faisais, c'est-à-dire qu'une semaine sur deux, j'avais la ligne jaune, c'était où on était la semaine dernière, la ligne rouge, c'était cette semaine. Et là, en fait, ça correspond pas, parce que vous avez des infiltrations de petits groupes ukrainiens qui s'enfoncent à l'intérieur des territoires qui sont normalement contrôlés par la Russie, et vous avez l'inverse avec la Russie. Et vous dire, en fait, qui réellement contrôle cette zone-là, je peux pas le dire. Et cette zone s'agrandit de plus en plus. C'est-à-dire que par rapport à ce qui est censé être la ligne de front, vous avez dans une profondeur de 5 à 10 km de part et d'autre, une zone grise. Voilà. Où vous pouvez avoir ce que font les cartographes. Alors moi, je fais pas ça parce que je pense que c'est pas très, surtout maintenant, c'est pas suffisamment fiable. C'est-à-dire que ils regardent à quel endroit bombardent les drones, à quel endroit bombardent les troupes ennemies, et disent, si jamais, par exemple, l'armée russe bombarde à tel endroit, c'est-à-dire que c'est les Ukrainiens qui la contrôlent, ce qui en principe est logique. Si, par exemple, vous avez un Russe qui met un drapeau russe à tel endroit, ça veut dire qu'il le contrôle. Aujourd'hui, tous ces signes-là ne veulent rien dire. Et on l'a vu à Kupiansk. Et aujourd'hui, par exemple, la Russie a annoncé, l'armée russe, le ministère de la Défense a annoncé qu'il avait pris toute la rive est de la rivière Oskol, donc côté Kupiansk, et c'est contesté même par des blogueurs russes qui disent non, c'est pas si simple. En fait, il y a encore des éléments infiltrés à l'intérieur de cette zone grise. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui me préoccupe énormément depuis quelques semaines. J'ai l'intention d'en parler dans mon prochain bulletin, et donc j'en ai parlé j'ai pas mal d'amis experts russes. Ça, c'est de la chance d'avoir été souvent invité sur les plateaux russes. Et je leur demande, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et ils me disent, en fait, c'est devenu extrêmement compliqué d'avancer.
parce que en fait, un groupe de dronistes peut détruire un ou deux dronistes peuvent détruire à lui tout seul un bataillon, si jamais il est pas prêt. Si c'est pas adapté. Et pour l'instant, l'adaptation à cette domination donc on parle du drone de base en plus, hein. Donc Ouais. le drone chinois qui coûte pas cher à assembler, dont les deux armées disposent en quantité énorme. Et donc à partir de là, en fait, la question c'est comment progresser sans avoir des pertes considérables. Et dans ce cadre-là, ce qui est intéressant, c'est que donc la Russie, non, la Russie, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle avance lentement, depuis le début, minimise au maximum ses pertes. Kiev s'en moquait un peu. Ça a même été évoqué par l'ancien chef d'état-major Mouchenko, je crois, état-major ukrainien, qui disait en fait au début du conflit, on pensait que la ressource humaine était illimitée. Donc on a vu les observations, des offensives absurdes, même les offensives qui ont fonctionné dans la région de Kharkov et d'Odessa en 2022 ont coûté extrêmement cher. L'offensive complètement ratée de l'été 2023 a été une boucherie. Bakhmout, qui était perdu, a été une boucherie. Souja, l'offensive à Koursk, a été une offensive idiote qui a été maintenue coûte que coûte et qui s'est terminée en boucherie pour l'armée pour l'armée otano-kievienne. Mais là, les troupes qui sont envoyées pour infiltrer, ce sont vraiment des bonnes troupes des deux côtés, hein. C'est des types, je veux dire, si vous êtes jeune soldat à 20 ans, vous avez envie de faire ça. Moi, je me suis dit, moi j'ai mal au dos, mais si j'avais 20 ans, effectivement, là, c'est pas des forces spéciales, mais c'est des unités. Ça rappelle un peu les corps francs de Capitaine Conan, vous voyez. Et donc, il faut tout savoir faire. Voilà. Et puis, c'est une coordination avec énormément de drones. Voilà. Et donc, comme les Russes et les Ukrainiens veulent être économes de ces excellentes troupes, en fait, ça avance plus. Voilà. C'est ce que me disent les experts avec qui je discute. Donc, on va voir ce qui va en sortir. Et le problème, c'est que et je l'espère toujours, obtenir au moins une cessation des hostilités, je ne parle pas de traité, mais au moins un cessez-le-feu. Le seul cessez-le-feu possible, c'est celui qui sera favorable à la Russie, parce que les Russes, quoi qu'il arrive, dominent sur le terrain. Il faut quand même qu'il y ait une avancée significative de la Russie, notamment dans le Donbass. Et en fait, cette configuration du champ de bataille que je viens de décrire remet en cause. On va voir ce que les Russes ont peut-être déjà intégré ça dans leur tactique. Encore une fois, depuis 2023, ce sont les Russes qui, du point de vue de l'innovation tactique, sont les meilleurs. Ils ont toujours les Ukrainiens en 2022 ont innové avec l'utilisation massive du drone. Où là, ils avaient un gros avantage sur la Russie. Ça leur a pas empêché de perdre 60 000 km² de territoire en 2022. La plus grosse progression russe, c'est 2022. Mais cela dit, parce qu'ils étaient 3 fois plus nombreux que les Russes au début. Mais cela dit, c'était eux qui avaient l'innovation, on va dire, du moment. Du côté, à partir de 2023, c'est les Russes. C'est les Russes qui, eux, tout de suite, ils comprennent l'importance des drones. Ils innovent avec les drones pas chers, les fameux Shahed, qui maintenant d'ailleurs, même les Américains en produisent. Donc, c'est les Russes qui innovent dans quasiment tous les domaines. Et c'est le cas jusqu'en 2025 où donc là ils assument, ils commencent à produire massivement même leurs drones, mais en plus tactiquement c'est eux qui trouvent le moyen d'en tirer le meilleur parti, c'est-à-dire encore une fois ces petits groupes très légers supportés par énormément de drones, l'utilisation également opérative, c'est-à-dire finalement on arrive à des encerclements de zones entières où l'ennemi n'arrive plus à envoyer d'approvisionnement et n'arrive plus à sortir. Donc ça a donné les grands encerclements de Pakrovsk, de Mirnograd, comme on a vu à la fin de l'année dernière, et qui ont été des grands succès. Voilà. Le problème aujourd'hui, c'est que les Ukrainiens l'ont compris et ont adapté et copient les tactiques russes et avec plutôt de l'efficacité. Donc ça veut dire que les Russes, pour continuer à garder l'avantage qu'ils ont depuis, on va dire, depuis novembre 2022, à partir du moment les Russes reprennent l'avantage systématique, on va dire global, à partir du début de la bataille de Bakhmout en 2022. Novembre 2022, voilà, qui se termine en mai 2022. Et après, c'est une suite de victoires russes
qui est d'ailleurs aidé par la nullité stratégique de Kiev, hein, notamment, j'en ai parlé de l'offensive de Koursk. Donc là, la question qu'on va voir, c'est est-ce que les Russes ont trouvé une solution ? On trouvé une solution tactique. Là, on est au niveau du tactique pour pouvoir continuer à avancer comme ils l'ont fait en 2025 et achever un encerclement opérationnel de Slavyansk-Kramatorsk. Je pense qu'on va être fixé dans un mois. On va voir si les Russes butent ou s'ils ont trouvé une solution tactique, sachant que les Ukrainiens sont un peu dans la même situation. C'est-à-dire que autant c'était une ânerie de nous expliquer que le front était figé jusqu'au début de 2026, autant maintenant, de ce que je vois, on pourrait arriver effectivement à une guerre figée parce que ni d'un côté ni de l'autre, on a envie de perdre les meilleures troupes, qui sont ces groupes légers. Voilà. Et après aussi, et en plus, il faut voir aussi une chose, c'est que recruter de l'infanterie aujourd'hui, c'est très dur. Alors les Russes, il y a un mouvement de volontaires, il y a 80 000 engagés depuis le début de l'année 2026, c'est ce qu'a dit Dimitri Medvedev, il n'y a aucune raison d'en douter. Donc les Russes ont des soldats jeunes, sportifs, voilà. Mais pour tenir le front, les Ukrainiens ont parié sur les drones, et sur les drones, vous pouvez recruter des hommes soja comme ceux qui soutiennent l'Ukraine sur Internet, vous voyez. C'est pas grave s'ils sont maigrichons et mal foutus. Voilà, vous pouvez recruter des femmes. Vous pouvez pas envoyer des femmes dans l'infanterie. Il y a que dans les films américains en fait que ça existe. C'est pas possible dans la vraie vie, surtout avec la charge qu'ils ont sur eux, le fait de courir avec 45 kilos de matériel. Tout ça, c'est pour une femme, c'est pas possible. Donc, mais vous pouvez les mettre, et il y en a en masse dans les dronistes. Ça, c'est tout à fait, et c'est ce que fait l'Ukraine en ce moment. Il y a beaucoup de recrutement de femmes. Ce qui est bien, ça ne veut pas dire qu'ils sont à l'abri quand les Russes repèrent, notamment les Russes qui ont la supériorité de la puissance de feu, notamment avec les bombes planantes, quand les Russes repèrent une concentration de dronistes, ces bombes planantes, tout le monde meurt. Donc, faut pas croire que le fait d'envoyer massivement des femmes être dronistes, c'est sans risque. C'est le carnage. Et moi, enfin, les femmes dans la guerre, à part comme infirmières, c'est contre ça. C'est pas mon modèle civilisationnel, vous voyez. Même si certaines sont d'un courage incroyable, hein, mais à part des domaines très spécifiques comme le pilotage, comme les snipers, les femmes sont très patientes avec un fusil. Mais sinon, risquer comme ça massivement, comme le fait Kiev aujourd'hui, la vie des femmes ukrainiennes, dont beaucoup d'ailleurs rejoignent les unités de simplement parce que c'est le tiers-monde et que finalement c'est le seul boulot qu'elles peuvent trouver. Tout ça est très triste. Mais voilà, il faut le prendre en compte. Donc voilà un peu les considérations. Alors j'en suis au début de ma réflexion. Je pense qu'au fur et à mesure de l'évolution de la campagne de printemps, qui a plus ou moins commencé réellement cette semaine, la fin de la semaine dernière, on voit que là, ça commence à bouger. Mais encore une fois, c'est très très dur. Je suis de plus en plus embêté pour faire ma carte des opérations militaires, parce qu'on va avoir des zones le long une zone de 20 km dont on ne saura pas qui avance, qui recule. Il va falloir suivre ça. Voilà. Mais pas d'offensive majeure prévue pour l'instant. Je sais pas, je vois pas comment ce serait possible. Si, là, ce qui est clair, c'est qu'on voit deux axes principaux. Il y a, c'est parce qu'en même temps, ça c'est un objectif stratégique, c'est la libération totale de la République populaire de Donetsk. Donc, il reste 17% du territoire qui est occupé par les troupes otano-kieviennes. Et donc ça, visiblement, je pense que ce sera l'axe d'effort principal, parce que ça aura un effet stratégique et psychologique, puisque c'est l'objectif de 2022. L'objectif la guerre démarre le 24 février. Le 21 février, Vladimir Poutine a reconnu les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk dans leurs frontières administratives. La région de Lugansk a été complètement libérée dès 2022, et la région de Donetsk, petit à petit, 2024-2025 ont été des années de prise de... Donc d'abord, je vais parler de la prise de Bakhmout, mais ça c'était de 2023. Mais 2024, donc 2024-2025, c'est la prise d'Avdiivka, c'est la prise
de Dougledar. Donc toute cette zone s'est complètement débloquée et les Russes s'en sont emparés relativement rapidement. Donc ça, c'est l'objectif principal. Depuis le début, encore une fois, l'idée, c'était pas de prendre Kiev, il n'y avait pas suffisamment d'effectifs, mais c'était de libérer le Donbass. Si jamais la Russie réussit à s'emparer complètement du Donbass, donc en gros, on pourrait estimer que si elle réussit un encerclement opératif, c'est-à-dire de tout bloquer à l'intérieur de Slaviansk-Kramatorsk, on peut estimer qu'à partir de là, elle pourra accepter une trêve. Et moi, je pense que la Russie, c'est peut-être ça le plan, si jamais elle réussit à s'emparer de Slaviansk-Kramatorsk, ou en fait, si jamais, par exemple, elle encercle de manière opérative le Slaviansk-Kramatorsk, ça veut dire que Zelensky pourra décemment donner l'ordre de retrait, ne serait-ce que pour sauver ses unités. C'est ce qu'ils ont voulu faire à la fin à Mariupol, quand ils se sont rendus compte qu'ils ne pourraient pas sortir de Mariupol. Là, les Russes ne sont pas laissés avoir. Mais là, ils pourraient accepter parce que les conséquences politiques pour Zelensky et pour le régime de Kiev seraient colossales. C'est-à-dire que finalement, on s'apercevrait 2026, la Russie a atteint les objectifs militaires de l'année 2022, du début de l'année 2022. Voilà. Et en plus, elle contrôle, et je vous parle encore une fois d'accepter une trêve, et en plus, elle contrôle en gros 70-80% de Kherson, 70-80% de Zaporozhye, qui n'était pas initialement, ne faisait pas partie des objectifs. Donc pour la société ukrainienne, ça va être le moment de faire des comptes. Donc ok, ça fait 4 ans qu'on se bat, on n'a plus de système énergétique, on n'a plus d'infrastructure, le pays va perdre un cinquième, voire plus, de son territoire, la partie la plus riche. La mer d'Azov n'est plus accessible. Voilà. Et donc, à ce moment-là, évidemment, on va basculer dans une situation à la 1917, c'est-à-dire une anarchie complète avec voilà. Et surtout, à partir de là, va commencer la négociation. Et à partir de ce moment-là, je pense que s'il y a une trêve, on aura un effondrement de l'armée, de l'intérieur de l'armée ukrainienne. Les gens vont passer crosse en l'air, exactement ce qu'on a observé en 1917 en fait. Et ils vont retourner chez eux et ils vont quitter le pays, etc., etc. Donc, je pense qu'aujourd'hui l'objectif principal, c'est ça. La Russie peut en 2026, peut en 2026 atteindre son objectif stratégique initial, la libération de Donetsk et Lugansk, des régions dans leurs frontières administratives. Oui. Le deuxième axe, c'est Zaporozhye. Là, je pense que c'est un peu une opportunité, c'est-à-dire que je pense que les Russes eux-mêmes ont été surpris à la vitesse à laquelle ils avançaient, ce qui a permis d'ailleurs une contre-attaque, même si je pense qu'elle est limitée dans ses effets, parce que quand vous avancez rapidement, tout d'un coup, vous exposez vos flancs. Et là, finalement, le commandement local a extrêmement bien fonctionné, notamment à partir de la prise d'Ougledar. L'avancée vers l'ouest a été assez fulgurante. Mais là, une fois de plus, c'est d'ailleurs la zone principale où on observe ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que on a une ligne de front qui fait 20 km de largeur. Voilà. Et puis après, il y a quand même, faut garder l'œil sur d'autres zones de combat annexes, mais qui pourraient devenir des zones d'effort principales si l'opportunité s'en présentait, c'est-à-dire la région de Kharkov, parce que l'Ukraine a un gros problème de ressources pour tenir les lignes. Elle n'a pas de problème pour ces opérations d'infiltration dont je parlais, parce que je pense que là, ils ont fait un bon recrutement et une bonne formation, mais donc par conséquent, ils mettent donc pour cette espèce d'infanterie motorisée pour occuper les lignes de défense, ils mettent ces malheureux qui sont capturés dans la rue, brutalisés dans des conditions épouvantables mis sur le terrain. Donc là, c'est le point faible. Et donc, il y a la région de Kharkov et il y a la région de Soumy. Voilà. Ça, je dirais, c'est pour la partie tactique, c'est pour la partie opérative sur le terrain. Du point de vue stratégique, là, je pense que les choses vont beaucoup mieux pour les Russes parce que il y a plus de défense antiaérienne ukrainienne puisque tout est concentré. Et pour l'instant, et même ce sera très difficile à recompléter au niveau des munitions antiaériennes, tout est concentré au Moyen-Orient. Oui. Les Russes ont une domination complète, ils font sauter ce qu'ils veulent sur le territoire ukrainien. Et même si de temps en temps les Anglais réussissent des jolis coups, alors en prenant des risques énormes, c'est-à-dire notamment en survolant la Finlande, les Pays-Baltes, pour pouvoir taper par derrière sur les ports russes. Tout cela, on l'a vu ces dernières années, même quand
une raffinerie est touchée, même si c'est impressionnant parce qu'il y a de la fumée et des flammes, finalement, on s'aperçoit que ça n'a aucun impact sur la Russie. Ça n'impacte pas ses revenus, puisque de toute manière, quand vous créez un problème d'approvisionnement en hydrocarbures, vous faites augmenter les prix. Donc, à la limite, la Russie vendra moins de pétrole parce qu'il y a eu des réserves brûlées, mais elle les vendra plus cher parce qu'il y en a moins, surtout avec ce qui se passe au Moyen-Orient. Zelensky a déclaré hier que les Européens lui demandaient d'arrêter de taper, en gros, il demande aux Anglais d'arrêter de taper sur les infrastructures d'hydrocarbures russes. Parce que en fait, ça fait monter les prix. Et que de toute manière, quoi qu'il arrive, c'est trop tard. Avec ce qui s'est passé en Iran, le budget russe, normalement, devrait être à l'excédent en 2026. Donc, je pense que l'ultime stratégie, si tant est qu'ils en aient eu un jour vraiment une, des Européens pour 2026, c'était de dire l'année 2025 était dure financièrement pour la Russie. Parce que, après, comme ça, je vais pouvoir revenir sur ce qui se passe économiquement, parce que les prix du pétrole ont été bas. Voilà. Et donc, il faut continuer comme ça. Et allez, on met 90 milliards dans le pot et puis ça va le faire. Le problème, c'est que là, non. Là, l'année 2026 va être bien meilleure que l'année 2025 du point de vue du budget de l'État. Donc, la pression sur les entreprises va baisser. Donc, ce mécontentement qu'on espérait tant n'aura pas lieu. Voilà. En revanche, je finis. Voilà un peu ce à quoi. Et donc, dans ce domaine donc des frappes dans la profondeur, là, les Russes dominent dans leurs objectifs techniquement, et surtout, ils continuent à détruire les infrastructures énergétiques. C'est pour ça que d'ailleurs, le mythe de la production de drones en masse en Ukraine, c'est complètement bidon, comme l'a dit le président de Rheinmetall. Il dit, oui, ils ont des imprimantes 3D, voilà, oui, ils assemblent des drones chinois, mais il n'y a pas de production locale. Et les grandes sociétés qui fabriquent des drones, en fait, sont basées, c'est des sociétés ukrainiennes, en Pologne, en Angleterre, je pense qu'il y en aura en France, en Suisse, je crois qu'il y en a. Donc parce qu'en fait, personne ne va prendre le risque de faire de l'industrie de masse dans un pays où il n'y a plus d'électricité. Évidemment. Et aujourd'hui, ce que font les Russes, c'est qu'ils frappent sur les infrastructures gazières ukrainiennes. Grâce à l'Union soviétique, comme parmi l'héritage soviétique, il y a l'exploitation de réserves de gaz dans la région de Kharkov, de Poltava et de Soumy. Et les Russes ont commencé à taper sur ces zones d'exploitation. Or, tous les systèmes pour produire l'électricité alternative qui ont été fournis par les Européens l'année dernière, après que les Russes ont détruit toutes les centrales thermiques, endommagé une bonne partie des centrales hydrauliques, alors ils ne touchent pas aux centrales nucléaires, mais aux sous-stations, voilà, pour trouver des solutions alternatives, c'est des petites stations qui fonctionnent au gaz. Mais s'il n'y a plus de gaz, il n'y a plus d'électricité. Et aujourd'hui, les Russes sont en train de mettre le paquet sur ces trois cibles. Et là, pour le coup, ça a un effet, non seulement ça a un effet sur l'économie ukrainienne, mais bon, il n'y a plus vraiment d'économie ukrainienne, mais ça a un effet sur le front. C'est un effet parce qu'il n'y a plus d'électricité. Donc, il y a des tas de choses qui fonctionnent à l'électricité, à commencer par les drones, il faut charger les batteries. Donc, c'est un véritable problème pour les Otano-Kéviens. Alors que, encore une fois, les frappes spectaculaires qu'on peut observer sur les raffineries, etc., déjà, il faut comprendre, les raffineries n'ont pas d'impact sur les revenus pétroliers russes parce que la Russie exporte peu de carburant, notamment, là, on va rentrer dans la période des moissons, dans la période des vacances où tous les Russes prennent, c'est comme les Américains, les Russes, la bagnole, c'est extrêmement important. Ils prennent leur bagnole, ils partent, ils traversent la Russie, ils vont dans tous les sens, nord, sud, est, etc. Et donc, surtout, il y a les consommations pour les récoltes. Et d'après ce que j'ai compris, à partir du 1er. Donc là, l'engrais a été interdit à l'exportation parce que l'engrais, c'est du gaz naturel. Et donc, comme il y a une pénurie de gaz naturel, les prix de l'engrais sont en train d'exploser. Donc, la Russie préserve son marché. Il va y avoir une interdiction de l'exportation du carburant, comme d'habitude, comme chaque année. Qu'il y ait la guerre ou pas, et en 2021, il y avait déjà une interdiction d'exportation pour préserver le marché intérieur. Et donc la Russie, une fois de plus, là, va très bien s'en sortir. Nous, alors, très très mal s'en sortir, parce que nous, on est des gros consommateurs d'engrais, donc les prix vont monter de manière drastique. Et donc encore une fois, frapper les raffineries russes, la Russie est en surcapacité de raffinage. Donc, comme l'année dernière, en fait, il n'y a jamais eu vraiment eu de problème de carburant pour le marché intérieur russe lié aux frappes. Il n'y en a pas eu. C'est même Reuters qui l'a dit. Il dit oui, en fait, ils sont en surcapacité. Donc, quand vous détruisez vous abîmez une raffinerie, déjà c'est spectaculaire, mais c'est pas forcément catastrophique. Ben, il y en a une autre qui se met en marche. Donc voilà. Et les revenus des Russes de l'État russe viennent de l'extraction du pétrole.
quand les prix sont au top, eh bien, l'État russe, il touche son argent. Et donc, quoi qu'il arrive, le budget russe sera largement excédentaire. Donc, c'est pour ça que, à mon avis, même si on observe, je dirais, un gel d'une certaine partie du front, je pense que c'est l'arrière qui peut craquer. Voilà. L'arrière peut craquer parce que, notamment sur les questions des frappes énergétiques, parce que les frappes russes sont bien plus dévastatrices que les frappes anglaises dans la profondeur du territoire, du territoire russe. Et puis, encore une fois, je vais conclure, et après je vais répondre enfin à votre question. Encore une fois, il y a un méthanier de Novatek Total, puisque c'est une joint venture, qui vient de livrer à Saint-Nazaire. D'accord. Donc, pendant que Macron joue à Manu le pirate pour arrêter un tanker qui devra sans doute dédommager parce que c'est illégal, eh bien, nous, on achète à prix d'or du gaz russe au lieu de rouvrir Nord Stream. Hein, il y a toujours un tuyau qui peut être ouvert demain, si possible. Donc, voilà. Donc, dans ce cadre-là, effectivement, avec les difficultés de l'année 2025 du point de vue économique, qui d'ailleurs sont liées en partie, à mon avis, à la mauvaise gestion de la Banque centrale, hein, les taux d'intérêt à 23%. Même maintenant, je crois il y a une contestation de la politique de la Banque centrale des taux. Oui. Il y a d'ailleurs des règlements de compte entre le ministère des Finances, la Banque centrale, le ministère de l'Industrie, tout le monde en a ras-le-bol. Mais elle est à ce point indépendante, cette Banque centrale russe? Non, je pense que si elle le fait, c'est qu'elle a convaincu Vladimir Poutine de le faire. Et je pense que je suis en train de lire un livre qui s'appelle De Gaulle 1969. Donc, qui est sur la dernière année du général de Gaulle, sur la politique qu'il a fait, et notamment la question de l'inflation se pose. Et en fait, de Gaulle était quelqu'un qui aimait les Français, profondément humain, et qui détestait l'inflation. Même si on lui expliquait que c'était une manière d'augmenter la compétitivité française, surtout qu'à l'époque, la France était une immense usine, malgré tout, lui, il détestait ça. Il voulait un franc fort, parce qu'il disait, et il avait raison, ce sont les plus pauvres qui payent l'inflation, puisque la part de ce que vous consacrez dans l'achat de denrées nécessaires, eh bien, prend de plus en plus de place dans votre budget, et vous avez de moins en moins d'argent pour le surplus, on va dire. Donc, il détestait l'inflation, et c'est pour ça qu'il était pour une politique du franc fort. D'ailleurs, le nouveau franc par-delà. Et je pense que Poutine est de ce point de vue-là comme De Gaulle. Je pense aussi qu'il se rend compte que l'inflation, c'est ce qui déplaît vraiment aux gens. Donc, il veut une stabilité sociale. Et donc, finalement, Nabiullina lui a dit le seul moyen d'avoir une inflation limitée, quand vous avez un pays qui a tendance à être en surchauffe économique, parce que les fondamentaux sont extrêmement sains, énergie pas chère, population formée, grosse consommation, et donc en plus l'État russe gagne beaucoup d'argent, donc voilà, réinvestissement dans des grands projets, etc. Le seul moyen, c'est de ralentir l'activité économique. Pour ça, vous mettez des taux d'intérêt rédhibitoires. Au niveau de la construction, c'est un carnage. Quand vous devez emprunter à 20% pour acheter un appartement, personne n'emprunte. Donc, les développeurs cessent de développer. Et d'ailleurs, à terme, on va avoir une explosion de l'inflation dans le domaine de l'immobilier. C'est-à-dire que petit à petit, les taux d'intérêt baissent. Donc, les gens vont arrêter de placer leur argent à la banque. Ils vont le récupérer. Ils vont dire, tiens, j'ai enfin pouvoir m'acheter la dacha de mes rêves ou l'appartement dont j'ai rêvé. Et donc, tout d'un coup, vous allez avoir une masse d'argent qui avait été placée, qui va sortir des banques, qui va arriver notamment dans le marché immobilier. Et là, il n'y aura rien qui aura été construit à cause des taux d'intérêt pendant 2-3 ans. Et donc là, vous allez avoir un décollage des prix de l'immobilier monstrueux. Et merci Madame Nabiullina. Donc en fait, cette mesure-là a eu un effet. Oui, c'est vrai que l'activité, elle a détruit l'activité économique en 2025. Et donc en fait, la Russie a des problèmes économiques et des problèmes budgétaires. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une augmentation de la TVA sur certains produits, etc. Et si vous voulez, vous aviez également un système pour les jeunes entrepreneurs qui est ce qu'on appelle, ça existe en France, l'entreprise individuelle. Sauf qu'en France, c'est en gros si vous gagnez 3 kopecks. En Russie, vous pouvez jusqu'à 2 millions de dollars avoir une entreprise individuelle où vous payez un impôt forfaitaire de 6% du chiffre d'affaires libératoire. Ouais. Pour vous dire que il y a plein de gens qui ont démarré leur
leur business avec ça, y compris des petits cafés, voilà. Mais aujourd'hui, le chiffre d'affaires possible a baissé. Alors quand vous êtes consultant, ce qui était par exemple mon cas, c'est pas un problème puisque vous avez pas de dépenses en fait. Vous facturez une prestation intellectuelle. Donc, par exemple, les gens comme moi, les entrepreneurs indépendants, c'est pas un problème. Mais si vous avez par exemple un petit restaurant, un petit café, là, les 2 millions de dollars avec les achats de matières, oui, de produits, les salaires, etc. Là, ça devient un problème parce que les 2 millions de dollars, vous les faites. Et enfin, 2 millions de dollars, ça allait, mais comme ça va baisser, rapidement, vous allez dépasser. Donc, vous devez créer une société, une SARL. Et là, la fiscalité est beaucoup moins avantageuse. Donc, il y a des gens qui ont fait des modèles de développement de business avec l'auto-entrepreneuriat à 6%, qui vont devoir ouvrir une société à responsabilité limitée. Et là, la fiscalité, c'est beaucoup plus élevé. Donc, il y a des modèles économiques qui vont plus. Donc là, le but, c'est de lever de plus d'impôts, c'est clair. Mais c'est aussi, il faut le dire, une consolidation de certains secteurs, notamment le secteur de la restauration. L'État russe veut avoir maintenant, arrêter d'avoir des petits restos qui fonctionnent, on ne sait pas trop comment, avec beaucoup de blacks, ce que permettait, mine de rien, voilà. Est-ce que c'est le meilleur moment pour le faire? J'en suis pas persuadé. Ce qui est clair, c'est que ça aurait dû être fait. Je pense que si les Russes avaient su que le baril de Oural, donc qui est l'équivalent du Brent, allait dépasser les $100, je pense qu'ils ne seraient pas lancés dans ces réformes-là maintenant. Voilà, ils auraient attendu la fin de la guerre. Bon, maintenant, le coup est parti. On a vu pas mal de petits business fermés, effectivement. Mais cela dit, je vois aussi que ça commence à réouvrir sous d'autres formes. Les prix vont augmenter. C'est incontestable, puisque quand vous avez des restaurants, si tout d'un coup vous changez de modèle financier, vous allez devoir augmenter les prix. Donc voilà, Poutine en a parlé, Poutine en est conscient. Il a dit oui, il y a l'augmentation de la TVA, voilà, mais ce sera absorbé dans les mois qui viennent. On verra bien. Poutine est très compétent, contrairement à ce qu'on raconte à ce pauvre Alain Bauer, est très compétent dans le domaine économique. Les réformes qu'il a mis en place en 2000-2001, dont je parlais au début, sont un modèle du genre. C'est ce qu'il faudrait faire en France, en fait. Vous voulez savoir ce qu'il faut faire comme la France, la Russie sortait d'un modèle socialiste qui avait basculé dans l'anarchie. C'est à peu près l'économie française aujourd'hui. Donc, faut tout simplifier pour que les gens se disent pourquoi gruger le fisc quand c'est si facile et si peu cher de payer ses impôts. Et donc notamment ce qui avait été mis en place, la flat tax sur l'impôt sur le revenu, etc., la baisse des taxes sur les entreprises, enfin tout ça a multiplié par 2 l'assiette fiscale, si je me souviens bien. Il faut retrouver les travaux de Jacques Sapir à ce sujet-là. Mais tout ça a eu des effets remarquables. Et puis surtout, ça a créé grâce à notamment ce système d'auto-entrepreneuriat, énormément d'entrepreneurs, de gens qui se sont mis à leur compte, qui ont voilà. Donc c'est quoi qu'il arrive, quand on compare à la France, la Russie est un paradis fiscal et c'est un paradis pour les entrepreneurs. Il faut pas croire aussi que il y a aussi une chose. Donc oui, la Russie a des difficultés économiques, mais quand vous comparez aux difficultés économiques de ses adversaires, c'est-à-dire Nicolas, Helmut et Giuseppe, qui financent l'Union européenne, qui veulent absolument prêter de l'argent qu'ils n'ont pas, etc. C'est absolument pas comparable. La Russie, quoi qu'il arrive, et je le vois, développe énormément ses infrastructures. Tous les grands projets d'infrastructures sont maintenus. Et en plus, si vous regardez le Fonds du bien-être national, qui est le fonds souverain russe qui finance ces projets-là, il est de plus en plus riche en roubles. Et notamment parce qu'il a été très bien géré, comme les réserves de change qui n'ont jamais été aussi élevées en Russie, qui ont dépassé les 800 000 et qui sont installées à plus de 800 milliards de dollars, parce que la Russie a basculé sur de l'or, sur du yuan, et que ces valeurs-là ont décollé. Voilà. Donc, mais ça aussi, effectivement, ça crée de l'inflation, parce que quand vous avez tout d'un coup des grands projets nationaux, des routes, des ponts, des écoles, tout ça, notamment, vous avez besoin de main-d'œuvre. Donc, vous êtes une fois de plus à 3% de chômeurs, incompressibles. Et qu'est-ce qui fait augmenter les prix aussi? C'est aussi pour ça que Nabiulina a eu le feu vert. C'est l'inflation sur les salaires. C'est ça qui fait monter les prix.
Parce que quand vous avez tout d'un coup, vos employés vous disent, moi, c'est plus 10% où je pars à la concurrence, vous le payez plus 10% le mois prochain, et donc vous augmentez vos prix d'autant. Parce que l'inflation sur les salaires se répercute immédiatement sur les prix. Donc voilà, donc c'est quoi qu'il arrive, encore une fois, les problèmes structuraux de l'économie russe sont indépendants de la guerre. Et ils resteront les mêmes après. Et donc pour ça, faut faire des gosses pour avoir des employés, mais c'est du long terme. Donc la Russie s'y emploie. Il y a des politiques natalistes qui, comme je vois autour de moi, famille de 3 enfants dans mon quartier, c'est la norme. Donc et même on voit de plus en plus. Ma femme me dit, tiens, tu te souviens, Irina, elle attend le 4e, il pense même à un 5e, parce que tout d'un coup, les gens s'aperçoivent que finalement, c'est bien d'avoir plein d'enfants, qu'en plus les infrastructures sont là, que ça fonctionne très bien, etc. Donc, mais ça, ces enfants-là, ils sont sur le marché du travail dans 15 ans. Et donc, en attendant, il faut robotiser. Donc, il y a un encouragement à la robotisation. Il y a une grande usine de fabrication de robots qui va démarrer en juin, donc qui va être sur le modèle chinois, c'est-à-dire une usine de robots qui fabrique des robots. Et voilà. Et puis, mise en place d'une politique d'immigration de travail avec interdiction du regroupement familial, un contrôle très strict des travailleurs. Ça, c'est quasiment déjà mis en place. Ouais. C'est le système copié sur les Émirats arabes unis. Voilà. Et donc, ça, je pense, ça va permettre de pallier. Et en fait, le problème fondamental, il est là. Mais encore une fois, si demain la guerre s'arrête, donc les 30% du budget qui sont consacrés, qui sont en baisse, hein, la Russie a effectué son rattrapage nécessaire après le début de l'opération militaire spéciale pour complexe militaire industriel, mais maintenant il est fait. Et c'est pour ça que vous avez d'ailleurs maintenant des commandes d'armement qui commencent à être passées. Notamment l'Inde vient de commander pour 25 milliards de systèmes antiaériens, de différents matériels blindés, etc. Et la Russie, désormais, qui a complètement recomplété, il y a quasiment plus d'avions russes détruits. Il y a eu plus d'avions détruits en 2026 américains que russes. Il y a peut-être un ou deux, je crois, vu passer, un hélicoptère aussi, il n'y a pas très longtemps. Donc, avec les bombes planantes, les Russes peuvent larguer de très loin, ils n'ont plus à survoler la zone des combats. Donc en fait, mais admettons 30% toujours de dépenses militaires, dépenses de la défense. Quoi qu'il arrive, la défense restera un gros budget même après la guerre. Et cet argent-là de l'État, qui sera toujours là, parce qu'encore une fois, il n'y a quasiment pas de déficit budgétaire russe, et là, les moyens du déficit, va être injecté dans l'économie et donc va créer également de l'inflation. Parce que quand vous lancez tout ce qui était consacré à la guerre sera consacré à des grands travaux de développement de la Sibérie, de développement des régions qui auront été libérées. Dans l'Ukraine, l'État kievien n'a pas investi depuis 30 ans. Donc tout ça, tout cet argent-là va être déversé dans l'économie russe et va provoquer de l'inflation. Voilà. Donc voilà, démographie, robotisation, immigration de travail, ultra contrôlée. C'est comme ça que ça va se régler. Mais ça va être douloureux. Il va y avoir de l'inflation. Voilà. Mais je dis encore une fois, il faut quand je me juge, je me déprime, et quand je me compare, je me rassure. Hein. Et quand on compare l'état de l'économie russe face à l'état de l'économie européenne, oui. Quand on compare la solidité de l'économie russe à la solidité des sociétés européennes, notamment, il n'y a pas photo. Il n'y a personne pour faire la guerre en Europe. Les seuls qui veulent faire qui sont prêts, parce qu'ils sont courageux, qui sont encore le fruit d'une France 1500-naire, c'est des gens comme vous et moi, Nicolas. Et ces gens-là n'iront pas se battre contre la Russie. Ils se battront jusqu'à la mort pour défendre leur patrie française, mais ils n'iront pas se battre pour une guerre socialiste, impérialiste, pour forcer les Russes d'Ukraine à parler ukrainien. Ça n'arrivera pas, ça. Donc cette gesticulation n'a aucun sens. Et en plus, on est un pays désindustrialisé. L'Allemagne, finalement, ne vaut guère mieux. Donc c'est les seuls qui sont capables de se battre contre les Russes, c'est des Russes qu'on appelle des Ukrainiens. Et il y en aura bientôt plus. Donc voilà. Eh oui. Alors en tout cas, la Russie profite, dit-on, de cette guerre en Iran, 200 millions de dollars par mois de recettes supplémentaires du fait de l'augmentation du prix du baril de pétrole. Ça doit être même bien plus que ça. Beaucoup plus que ça. Oh, oui, je pense que ce sera beaucoup. Désormais, c'est beaucoup plus.
Je suis Bloomberg, comme ça, on peut pas reprocher de pas être neutre. Mais je disais, oui, il y a des dernières estimations, parce qu'il faut encore une fois, il faut pas regarder que le pétrole. Il faut regarder pétrole, gaz, engrais, plastique. Donc en plus, vous avez une inflation. Les trucs que vous importez de Chine, c'est en plastique. Et alors heureusement, les Chinois sont un partenaire fiable et les Russes sont un partenaire fiable et compréhensif. Donc la compétitivité chinoise par rapport à ce que nous on va subir en Europe, pour eux ça va être de la petite bière. Mais quoi qu'il arrive, ça va augmenter. Donc, et tout ça, ça va remplir les poches du budget russe. Et la Russie va devenir encore plus riche et ça va faire monter l'inflation. Oui, et ça va faire monter l'inflation. Qu'est-ce qu'il en est de l'aide apportée à l'Iran par la Russie? On en parle beaucoup actuellement de ça. Alors, du point de vue, donc, si on sort de ce qui est dit dans la presse américaine, qui souvent était russophobe, donc l'idée, c'est d'expliquer que les Russes aident et la Chine aide l'Iran en fournissant du renseignement, c'est pas prouvé. Pour l'instant, je vois pas trop l'intérêt. Je crois pas que l'Iran en ait besoin. Pourquoi ? Parce qu'elle frappe sur des cibles qui sont parfaitement identifiées depuis des années. Ils frappent sur les ambassades, les consulats américains dans les pays du Golfe. Donc, il suffit de regarder Google Maps pour savoir où ça se trouve. Ils frappent sur des industries des pays du Golfe, Google Maps. Ils frappent sur des bases militaires, Google Maps. Donc, et en plus, visiblement, les Iraniens, depuis ces dernières années, n'ont pas perdu leur temps et ont parfaitement identifié où tout cela se trouve. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir du renseignement militaire russe pour savoir où, le renseignement militaire pour les Ukrainiens, bon, en fait, c'est les Anglais, on le sait, pour frapper une raffinerie russe, il n'y a pas besoin du renseignement militaire anglais ou américain ou français ou ce que vous voulez. Pour les guidages des missiles, oui. Parce que l'Ukraine, c'est un pays du tiers-monde, donc il n'y a pas de satellite dans l'espace, il n'y a pas l'équivalent de GPS, de GLONASS ou de Galilée. L'Ukraine, encore une fois, c'est le Botswana du point de vue, étant donné que les Russes ont complètement ravagé l'héritage soviétique, il n'y a plus rien, à part, encore une fois, des gens qui assemblent des drones chinois et qui font de l'imprimerie 3D. Donc, mais pour les cibles qui aujourd'hui sont tapées dans la profondeur du territoire russe, c'est Google Maps. Voilà. En revanche, le renseignement militaire, c'est pour les déplacements des unités russes. Ça, c'est fondamental. Ça, c'est quelque chose. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Quand il y aura une comment dirais-je, une opération au sol, opérations au sol contre l'Iran, là, oui, là, le renseignement militaire, on va voir si les Russes en donnent ou pas. Ça c'est clair. Ou les Chinois. Mais pour l'instant, il n'y a pas besoin de renseignement militaire. Du point de vue de l'équipement, il y a des accords de coopération. Il n'y a pas l'équivalent de l'OTAN. Une alliance militaire avec entrée automatique en guerre, article 5, ça n'existe que dans l'Occident. Il n'y a aucun autre pays qui a ça. Il y a des coopérations, des assistances, mais il n'y a pas d'entrée en guerre automatique. Et donc, il y a des accords de coopération entre la Russie et l'Iran qui sont signés depuis longtemps, il y en a davantage d'ailleurs ces derniers, notamment depuis la guerre des 12 jours, et également avec l'Iran, avec la Chine, et comment dirais-je, ces coopérations continuent. Ils ont abattu un Guéran, un Shahed iranien, et ils ont trouvé des plaques de microélectronique russes dedans. Voilà, oui, ça fait partie de la coopération, et elle va continuer. Et ensuite, l'Iran n'a pas demandé l'aide de la Russie ou de la Chine, et je crois, étant donné ce que j'observe, c'est que l'Iran n'aura pas besoin de l'aide de la Russie et de la Chine, d'une aide militaire, pour mettre une raclée à Washington. Pour l'instant. Encore une fois, pour moi, ce que j'attends de voir, c'est la solidité. Là-dessus, il faut mieux vous adresser à des spécialistes de l'Iran comme Fabrice Sorlin. Mais si jamais la société iranienne est aussi solide que la société russe, il n'y aura pas de révolution. Hein. C'était une des grandes erreurs, encore une fois, dans mon bouquin. J'analyse le pari qui avait été fait en disant les Russes vont descendre dans la rue parce que Navalny va leur dire de le faire. Navalny est mort dans l'indifférence la plus complète en Russie. Tout le monde s'en foutait. Et il n'y a pas eu de guerre de religion. Les Tchétchènes ont donné l'assaut à Mariupol en criant Allah Akbar. Donc la société russe multiconfessionnelle s'est montrée d'une solidité à toute épreuve. Et d'après ce que je vois,
mais encore une fois, je ne suis pas spécialiste de l'Iran, donc là-dessus, le seul moyen qui pourrait permettre à Trump de l'emporter, c'est effectivement un effondrement de la société iranienne de l'intérieur. Tous les gens que je consulte ou que je lis me disent que ça n'arrivera pas. J'écoutais les dernières paroles de votre invité, qui disait fort justement que au moment de Barbarossa, les Russes ont fait corps derrière Staline. Denikin, le général Denikin, chef des Blancs, qui était en exil, a soutenu l'URSS contre l'Allemagne. C'est d'ailleurs pour ça que Poutine est allé fleurir sa tombe, il est enterré en Russie, etc. etc. Donc voilà, il y a, face à l'ennemi commun, c'est aussi ce qui s'est passé pendant la Révolution française. C'est-à-dire que sous Napoléon, c'est-à-dire que on est face à un danger extérieur, eh bien on règle d'abord le problème du danger extérieur et après c'est passé en 14-18, c'est passé, 14-18 étant le modèle dans les tranchées. Hein. Donc voilà, donc ça c'est la question qui se pose. Mais militairement, l'Iran, de ce que je vois, il y a quoi? Au maximum, il y a 50 000 hommes. Et il y a quoi? Il y a 1 million d'hommes côté iranien. Et je pense pas que les pays arabes vont y aller. Et je suis désolé, pour l'instant, ça a fait des mauvais soldats. La prestation en 2019-2020 des Émirats arabes unis et des Saoudiens unis contre les Ansar Allah, c'était une catastrophe. C'est nul, ils ont perdu. Donc voilà, et surtout, les jours qui passent, les conséquences sont catastrophiques. On va avoir un choc systémique global. Hein, global. Là, les Houthis, donc les Ansar Allah, est rentré dans la danse. Ils ont commencé à bombarder Israël. Ils vont interdire la mer Rouge. Ils vont interdire le canal de Suez. Ça va provoquer une crise en Égypte. Ça va être c'est un cauchemar. Hein. Même pour les Russes, c'est pas souhaitable. Ça, 2-3 mois de guerre, oui, c'est bien parce qu'ils font le plein, c'est le cas de le dire, au niveau des recettes fiscales pétrolières. Mais plus, c'est un effondrement complet de l'économie mondiale. C'est ce que fait Trump est complètement taré. Hein, s'il continue ça, mais c'est pas qu'il est taré, c'est qu'il est mal renseigné et qui s'est laissé manipuler par le lobby sioniste, appelons un chat un chat, aux États-Unis. C'est ce que dit Joe Kent. Hein. Pas besoin d'Epstein. Hein. Le lobby sioniste est tellement fort aux États-Unis que tout le monde va s'aligner pour y aller. Et Netanyahou, lui, c'est Masada, quoi. Hein. C'est-à-dire que, de toute manière, maintenant, parti pour parti, à la fin, tant pis, on se suicidera tous. Ça servira d'exemple pour les générations futures. Ouais. C'est donc, la situation est grave. Finalement, d'ailleurs, j'essayais de trouver un peu mes gamelins de plateau sur la chaîne YouTube de LCI. En fait, ils parlent plus d'Ukraine, mais non. Plus du tout. Hein. Non, on n'en parle plus du tout. Et finalement, ce qu'ils disent sur... Alors, eux, en fait... ils tirent à boulet rouge sur Trump parce que Trump leur pique leurs munitions qui devraient être envoyées à l'Ukraine. En fait, c'est ça qui les rend fous. Yakovlev est hystérique parce que en fait, toutes ces bombes qui sont envoyées pour tuer des Iraniens ne tueront pas des Russes. Donc ça, c'est son grand malheur. Et donc sur le plateau, c'est le désespoir. Donc et c'est vrai que pour Trump, je pense Israël est largement plus important que l'Ukraine. Mais pour les démocrates, c'est l'Ukraine. C'est pas un hasard, je l'ai cité dans mon dernier bulletin. C'est John Brennan, le chef de la CIA au moment de Maïdan, qui débarque mi-avril de 2014 à Kiev, furieux, parce qu'ils ont laissé partir la Crimée, parce qu'il y a toute la Nouvelle-Russie qui se soulève de Odessa jusqu'à Kharkov en passant par le Donbass, et qui arrive en avril et qui dit maintenant ça suffit, vous allez massacrer tous ces gens-là. C'est John Brennan qui donne, voilà. Donc massacre d'Odessa, massacre de Mariupol, guerre civile contre le Donbass, etc., etc. Et lui, il a pris la parole en disant qu'il faut tout arrêter, c'est du grand n'importe quoi, parce que pour John Brennan, l'ennemi suprême, c'est la Russie. Parce que c'est le modèle alternatif. C'est un pays de blancs, chrétiens, qui en plus a trouvé une solution pour coexister avec des minorités religieuses, qui est le confessionnalisme, qui n'est pas, non pas cette dictature par la divinité laïque qui est en France, qui est une religion sanguinaire et totalitaire. Donc en fait, la Russie est un véritable modèle alternatif qui leur fait horreur. C'est comme quand un vampire voit une gousse d'ail quand il regarde. Donc ce qu'il voit là, il voit une Russie triomphante qui passe cette épreuve, qui est consolidée dans la société, consolidée par l'épreuve de la guerre,
et qu'ici, la guerre s'arrête, je l'espère sincèrement qu'elle s'arrête cette année, mais va atteindre un niveau de puissance mondiale. Il va y avoir la Chine, les États-Unis, même la Russie devant, même si sa population est 10 fois moindre, la Russie et l'Inde. Et surtout une cohérence, un bloc d'une solidité extraordinaire qui sera un modèle pour le reste de l'Europe, qui est déjà un modèle, en fait, il faut le dire, pour les pays d'Europe de l'Est. La Pologne ne le dira jamais parce qu'elle est jalouse, mais finalement, vers quoi regarde aujourd'hui la Slovaquie, la Tchéquie, la Hongrie, la Roumanie, si jamais il n'y avait pas eu le coup d'État d'Emmanuel Macron? Finalement, tout ce qu'ils veulent, c'est ressembler à la Russie. C'est un pays d'Europe de l'Est avec une population ethniquement cohérente, et puis un projet, quoi. Voilà, et finalement, sur des bases chrétiennes, qui sont les bases de notre civilisation. Évidemment, c'est pas la France actuelle, et où l'Allemagne qui fait envie à aucun pays en Europe de l'Est. On n'est plus il y a 30 ans, au moment de la chute du mur de Berlin. Les Russes qui voyagent dans la France tiers-mondisée ont envie de tout, sauf que leur pays ressemble à la France, malheureusement. C'était pas le cas il y a 26 ans quand je suis arrivé en Russie. Donc, voilà un peu la situation. Eh ben, merci beaucoup, Xavier, en grande forme aujourd'hui. On sent que la campagne électorale vous fait du bien. Ce serait amusant, un consul sous sanction. Très, très bien. Bah, écoutez, voilà. Parfait. Bonne semaine sainte à vous. Merci à vous aussi. Excellente semaine sainte. Et d'ici là, bon courage pour la suite et à très bientôt sur GP, Xavier. Merci beaucoup. À bientôt, Nicolas.